Ok, donc bonsoir à tous. Pour cette session, on va continuer dans la même lancée. On va parler de LLM en prod. Vous m'entendez bien au fond? Ouais, ok. On va parler de LLM en prod. Pour ça, je vais faire un petit retour d'expérience sur les use cases qu'on a mis en prod chez Doctolib, notamment deux. Ensuite, je vais vous parler de ce qui a contribué un peu au succès de ces deux applications, parce que ça fait aujourd'hui 1 an qu'on est en prod et tout se passe plutôt bien. Je vais ensuite parler des différents challenges que nous avons rencontrés dans notre chemin de mise en prod de ces deux produits, et on va finir par une conclusion. Avant de commencer, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Pierre Baron-Labassom. Je suis aujourd'hui senior machine learning ingénieur. Avant Doctolib, j'ai commencé dans le co-conseil. J'ai fait 7 ans dans le conseil où j'ai eu à faire différentes missions, différentes casquettes. Et à la fin, je me suis pas mal focalisé dans accompagner les clients dans la mise en prod des modèles de machine learning. Donc, suite à ça, j'ai rejoint Doctolib en juillet 2022. Et donc, depuis juillet 2022, je suis dans l'équipe ML Platform. Et notre rôle, c'est opérationnaliser, construire les systèmes ML pour faciliter la mise en prod des produits ML. Alors, généralement, quand on parle de Doctolib, à vous et moi, ce qu'on retient généralement, ce qu'on a en tête, c'est l'application Doctolib qui est pour réserver des différents rendez-vous. Je vais aller chez le médecin, je télécharge l'application Doctolib, je cherche le médecin. En fait, ça contribue à une partie de la mission de Doctolib, qui est d'améliorer l'accès aux soins de santé. Mais il y a une deuxième partie qui est souvent moins connue, la deuxième, on va dire, mission de Doctolib, qui est d'améliorer la vie quotidienne des professionnels de la santé. Et donc, ça, c'est des services qu'on fournit aux médecins, par exemple. Et c'est dans le cadre de ces services qu'on fournit qu'on a eu à développer les deux use cases dont je vais vous parler tout à l'heure. Le premier use case, c'est l'assistant de consultation. Donc, l'assistant de consultation, alors ça a fait pas mal de bruit dans la presse, je ne sais pas si vous avez suivi. Le lancement officiel était le 15 octobre. La promesse de l'assistant de consultation, c'est de dire aux médecins, avec l'assistant de consultation, vous n'aurez plus besoin de prendre des notes pendant la consultation. Donc, avant, quand vous allez chez le médecin il a Doctolib. Pendant la consultation, vous lui parlez, il prend quelques notes avec son clavier. Avec l'assistant de consultation, il appuie juste sur le bouton démarrer la consultation. À la fin de la consultation, il appuie sur stop. Et ensuite, on a une synthèse qui lui est proposée juste là, où il y a certaines catégories de la synthèse, motif, interrogatoire, examen, conclusion. Il a la liberté d'accepter ou pas cette synthèse. Et à la fin, il peut mettre une note sur la qualité de la synthèse. Donc la note, c'est entre 1 et 5. Et ensuite, un champ optionnel commentaire où on peut capter le sens de son feedback. Ensuite, j'ai fait une archi très simplifiée pour faire un zoom sur les grandes briques de l'assistant de consultation. On a une première brique de transcription, ici que j'ai appelé DoctoWhisper. C'est un modèle self-hosté basé sur Whisper qui a pour rôle de faire la transcription. Donc, il va capter un audio et sortir un texte. Ensuite, on a une deuxième brique de synthèse. Donc, le texte qui sort de la transcription part dans la brique de synthèse. Et la brique de synthèse sort la synthèse de type qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'assistant de consultation et un schéma vraiment très simplifié de l'architecture. Ensuite, on a un deuxième use case qui est l'assistant personnel. Donc, l'assistant personnel, c'est plus pour la partie support.
l'objectif de l'assistant personnel, on avait fait un constat, c'est que les agents de support avaient de plus en plus de demandes de la part des médecins. Et l'objectif de de l'assistant personnel, c'est de réduire ce support-là pour que, qu'il y ait moins d'intervention humaine. L'objectif était de réduire les demandes de support. Donc, sur 25% des demandes de support, on voulait qu'il n'y ait plus d'intervention humaine. Donc là, sur la gauche, vous avez l'exemple de comment fonctionne l'assistant personnel. Vous remplissez un petit formulaire et ensuite vous remplissez une demande. Votre demande concerne, là, il dit je vais changer mon IBAN sur l'application Doctolib. À la fin, il y a une réponse qui est générée qui montre toutes les étapes à faire pour changer son RIB. OK. L'architecture est basée sur une architecture RAG qu'on a vue tout à l'heure. Là, encore une fois, j'ai fait un zoom simplifié pour vous montrer un peu les grandes briques de l'assistant personnel. Donc, on a une base vectorielle avec toute la connaissance des tickets support facés. Donc, ici, le médecin demande comment changer mon RIB. La question passe dans la base vectorielle. On en ressort les 5 meilleurs chunks et ensuite on envoie pour contexte à notre générateur de réponse qui est un LLM. Et ensuite, à la fin, on a notre réponse. Donc ça, c'est les deux use cases qu'on a lancés chez Doctolib il y a maintenant aujourd'hui un peu plus d'un an et qui tournent en prod. Pour la suite de la présentation, je vais utiliser plutôt le use case 1 comme fil rouge pour pas qu'on se perde entre les deux use cases. Okay. Donc, gardez ça en tête, mais surtout, gardez l'assistant de consultation parce que c'est ce qui va nous permettre de fil rouge pour la suite. Alors, maintenant, j'ai sélectionné ici, dans cette partie, les 3 principaux facteurs pour moi qui ont fait le succès de ces assistants. Le premier, c'est au tout début de notre projet, je pense que ce qui a fait le succès vraiment de l'application, c'est qu'on a commencé par poser toutes les métriques du système qui vont nous permettre de suivre l'évolution de l'application. Donc, ces métriques-là ont été construites en collaboration avec le métier de data scientist, différents profils au sein de notre projet. Et notamment sur l'assistant de consultation, quand on s'est posé, on a fait les ateliers pour poser quelles sont les métriques qu'on va suivre tout au long de ce chemin. Tout d'abord, vous avez vu tout à l'heure la note de 1 à 5 qu'on a vu tout à l'heure. C'est une note qui est sortie tout de suite parce qu'on avait besoin de capter les feedbacks utilisateurs. Ça, c'est très important. Donc, ensuite, on avait une métrique sur la latence du système. Quand on fait intervenir des LLM, on sait qu'on n'est pas sur les systèmes traditionnels. En plus, à l'époque, fin 2023, début 2024, niveau latence, on était beaucoup moins bon qu'aujourd'hui. Donc la latence, c'est un vrai système pour l'ensemble de notre produit. Ensuite, on a mis des métriques un peu plus spécifiques aux différentes briques. Donc ici, sur la brique transcription, on a mis plusieurs métriques. On a mis 2 métriques principales. La métrique qui est le word error rate. Donc l'objectif est de s'assurer que la transcription contient 100% de ce qui a été dit. Il y a une deuxième métrique dite medical terms error rate. Là, c'est plus pour suivre, s'assurer que en fait, les termes médicaux ont bien été captés. Parce qu'on est dans un domaine bien spécifique qui est le domaine médical. Et ensuite, sur la brique de synthèse, on a les métriques classiques, précision recall, et on a une troisième métrique ici qui s'appelle medical rewording, qui est de capter que l'objectif, c'est de s'assurer que la synthèse contient
tout ce qui a été dit, les termes médicaux, sans intervention ni hallucination. Exemple, je vais chez le médecin, pendant ma consultation, je lui explique que j'ai les maux de tête. Et à la fin, dans ma synthèse, le modèle sort, j'observe que le patient a des céphalées. Bah, là, il faut que je puisse dire que mon modèle ne s'est pas trompé. Okay? Donc, cette métrique medical rewarding nous permet de suivre ça. Donc, premier facteur pour moi, poser les métriques le plus possible. Et c'est celles-là qui vont vous permettre de suivre l'évolution de votre système. Et c'est super important que ces métriques-là soient en co-construction avec les différents acteurs de votre produit. Une fois que vous avez vos métriques, vous posez la baseline sur ces métriques pour suivre l'évolution tout au long de vos itérations. Avec ces métriques, une fois qu'on a la métrique, bon, bah, c'est cool d'avoir plusieurs métriques, mais c'est encore mieux d'en ressortir une métrique phare, parce que c'est celle-là qui va guider en fait, finalement les différentes décisions que vous aurez à prendre sur votre système. Donc nous, sans surprise, la métrique phare, c'est évidemment la note utilisateur. On est dans un contexte produit, donc c'est tout à fait normal que la métrique phare soit une métrique plutôt orientée utilisateur. L'erreur qu'on fait souvent en tant que data scientist, c'est que on est très concentré sur une métrique data science, qui peut être par exemple ici le word error rate, etc. Mais on loupe complètement le feedback utilisateur. Donc, il est important de sortir une métrique phare et, et de s'assurer que les autres métriques soient en corrélation avec cette métrique phare. Nous, ça nous a beaucoup aidé parce que on avait donc notre métrique phare qui est la note de 1 sur 5. Et à un moment donné, on s'est posé la question de savoir, pour la brique de synthèse, on était sur GPT 3.5 et à ce moment-là, GPT 4 est sorti, beaucoup plus lourd, beaucoup plus complet et beaucoup plus, qui a une meilleure qualité de synthèse. Mais par contre, GPT 4 est très lent par rapport, enfin, en tout cas, c'était beaucoup plus lent que GPT 3.5 à cette époque-là. Et les temps de latence qui sont multipliés par 3, par 4. Donc, avec ça, on a observé, on avait des améliorations significatives sur nos métriques de transcription, qu'on a vu tout à l'heure, de synthèse, pardon. Et on observait que la métrique sur la latence augmentait significativement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part en prod? Est-ce qu'on ne part pas en prod? À cette époque-là, on était plutôt en phase de bêta-testeur, donc on avait un petit périmètre d'utilisateurs. Et on a décidé d'aller en prod parce que c'était le seul moyen pour nous de capter quel était l'impact sur la métrique phare. Okay? Une fois qu'on l'a fait, on a observé une amélioration significative de la note. On est passé de 3,6 à 4,2 par là. Mais par contre, grâce à la brique commentaire qu'on avait aussi dans notre boucle de feedback, on avait des commentaires des médecins qui disaient « Ah, c'est très bien, ça s'est amélioré. Par contre, on a des problèmes de la latence sur le système. » Bon, bah, notre métrique phare, elle s'est améliorée significativement. Ça veut dire que c'est la bonne décision de partir en prod avec GPT-4. Mais par contre, grâce aux commentaires des médecins, on savait que notre prochain chantier, ça sera travailler sur la latence, quoi. Ça, on le savait déjà grâce à notre métrique latence qu'on suit au fil de l'eau, mais c'est encore mieux si ça vient des utilisateurs. Donc, définir une métrique phare, c'est celle-là qui va vous permettre de prendre des décisions et s'appuyer sur les autres pour nous donner un peu une intuition sur le système. Et enfin, le troisième facteur dont je voulais parler, qui est peut-être
spécifique à mon use case, c'est l'annotation. Investissez dans les fondations le plus rapidement possible, notamment ici, je parle de l'annotation parce que nous, on a notre modèle Whisper, qui est un modèle self-hosté, et on s'est très vite rendu compte que l'avantage compétitif de notre système résidait sur la capacité à le fine-tuner. Et pour le fine-tuner, on est dans un domaine qui est très délicat, parce qu'on manipule de la donnée sensible, de la donnée encryptée, anonymisée. Donc, tout de suite, on a un peu sous-estimé ce chantier de l'annotation, parce qu'il faut construire des pipelines fiables qui nous permettent de capter de la donnée qu'on puisse utiliser. Donc, du coup, un facteur pour moi, c'est OK, on avait la notation en ligne de mire, mais par contre, on l'a un peu sous-estimé. Donc, si vous avez de la notation dans votre système manuel, pensez bien à bien anticiper son impact et sa timeline. Là, je vous ai mis l'exemple de quand on a lancé l'assistant de consultation en novembre 2023 et quand est-ce qu'on a eu de la donnée annotée qu'on pouvait vraiment utiliser. Il s'est passé quasiment 8 mois, plus de 8 mois. Donc, ça, c'est parce qu'en plus, on avait déjà dans notre roadmap de faire de l'annotation. Mais par contre, à mon sens, ça n'a pas été bien anticipé, même si après, on a pu quand même utiliser les données du système. Donc, travaillez bien sur les fondations, notamment l'annotation dans notre use case ici, parce que c'est un élément important, mais et pourtant souvent sous-estimé. Donc ça, c'est les facteurs clés du succès un peu de l'assistant de consultation. Maintenant, je vais partager un peu ici quelques challenges qu'on a rencontrés tout au long du développement de l'assistant de consultation. Principalement, pareil, 3 challenges que j'ai sortis. Le premier challenge, c'est la plateforme, c'est le type de plateforme. Quand je parle de plateforme ici, j'entends par là une équipe qui fournit des services à des autres équipes. Hein. Donc, on avait le choix entre une plateforme versus plusieurs plateformes. On va revenir dessus. On a eu une deuxième partie de notre challenge qui était orientée latence et coût. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Et quelques challenges liés au self-hosting dont on parlera tout à l'heure. Sur le type de plateforme, alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez Doctolib, historiquement, on a une plateforme SRI, donc les SRI pour Site Reliability Engineer. C'est une équipe qui maintient la prod et les infrastructures de Doctolib depuis maintenant 10 ans. Et en 2023, Doctolib a un peu centré sa stratégie autour de l'IA. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on se base sur la plateforme SRI, on l'enrichit afin qu'elle puisse opérationnaliser des use cases IA, ou alors on crée une autre plateforme qui, elle, sera beaucoup plus spécifique aux besoins IA. Le choix qu'on a fait chez Doctolib, c'est de dire, bon, bah, on va plutôt opter pour l'option d'avoir plusieurs plateformes, donc notamment ici, construire une plateforme, donc une équipe MLOps, dont l'objectif sera d'opérationnaliser les produits IA. Pourquoi? Parce que on s'est dit avec notre contexte que afin d'être réactif, l'IA c'est un écosystème qui bouge énormément. Afin d'être réactif et proposer des services qui soient à la hauteur de nos ambitions, il était plus intéressant de capitaliser sur l'expertise MLOps, donc d'un côté, et SRI de l'autre, pour ensuite, avec une
collaboration forte entre différentes équipes, pouvoir se partager les bonnes pratiques. Donc ça marche dans les deux sens. Je prends un exemple, SRI, ça fait 10 ans qu'ils gèrent la plateforme Doctolib. Il y a un framework d'observabilité qui marche très bien. Bon, bah, ça ne sert à rien que chez MLOps, on recrée cette stack-là. De l'autre côté, les MLOps, nous les MLOps, on s'est forgé une expérience sur la scalabilité des GPU. Donc ça, c'est un autre exemple. Bah, demain, on pourra partager notre expérience avec les SRI. Donc, on a décidé d'opter pour la multiple plateforme afin de tirer parti des spécificités de chaque équipe. Donc ça, c'est le premier challenge qu'on a eu. Le deuxième challenge, qui était plutôt orienté au niveau de la latence et des coûts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé un peu notre projet, il y a une société qui s'appelle Anyscale, qui fournit une plateforme IA, qui a sorti un peu des chiffres sur l'ensemble des chiffres à savoir quand on est développeur LLM. Et donc j'ai mis le lien là tout en bas. Et j'en ai sorti un peu quelques-uns qui nous ont aidés tout au long de notre projet, pour se faire une idée. Par exemple, au niveau de la latence, les quelques chiffres qui nous ont aidés, qui nous ont beaucoup aidés. Alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un modèle un peu custom, self-hosté. Et du coup, il faut assurer que ce modèle réponde bien au SLA. Donc, avoir en tête pour anticiper niveau latence quand je design mon système, ces chiffres-là nous a beaucoup aidé. Le premier chiffre, c'est le nombre de tokens le nombre moyen de tokens par mot. Ça vous permet de savoir que si vous avez un système qui doit fournir 100 mots, vous pourrez à peu près évaluer le nombre de tokens par mot de votre système. Ainsi dire, voilà, aujourd'hui, sur mes 100 mots, je peux à peu près livrer tel token par seconde, par exemple. Un deuxième chiffre qui peut aider dans la latence, qui nous a beaucoup aidé dans la latence, c'est le débit de la latence, le débit par rapport au batching, le débit de requête par rapport d'un LLM, d'une requête LLM normale versus une requête batchée. Quand je fais du batching sur des requêtes LLM, on peut gagner x10 de performance sur la latence. Donc, si vous faites des LLM, faites plutôt des requêtes en batch. Et le troisième chiffre sur la latence, c'est plus pour designer le système de serving. Si vous avez à déployer un LLM, comment je peux sizer mes GPU pour que ça ait un impact sur ma latence. Il y a une règle d'or un peu qui dit que si j'ai un LLM de tel nombre de paramètres, la mémoire GPU correspondante, je multiplie par 2 le nombre de paramètres pour avoir à peu près quelle est la mémoire en termes de GPU que je peux avoir pour mon modèle. La deuxième ligne, c'est une ligne plutôt centrée sur les coûts. Celle-ci nous a beaucoup intéressé, notamment quand on passait de GPT 3.5 à GPT 4. Il y avait un ratio de x50 sur les coûts. Donc, c'est aussi intéressant à avoir en tête au changement de modèle. Ce n'est pas négligeable sur les coûts, quoi. C'est même loin d'être négligeable. Un deuxième chiffre sur les coûts, c'est sur le fine-tuning. Si vous fine-tunez votre modèle versus si vous l'entraînez from scratch, sachez qu'il y a un facteur 1000 sur les coûts. Donc, évaluez bien si ça vaut le coup d'entraîner votre modèle from scratch. Le troisième chiffre, un peu plus technique sur le fait qu'on ait fait le choix de self-hoster ou pas. Dans l'écosystème Doctolib, c'était quasiment sûr qu'on allait self-hoster notre modèle parce qu'on manipule des données un peu sensibles.
Mais par contre, c'est intéressant d'avoir en tête, de se dire que là, par exemple, ce qui est dit, c'est que si j'ai un modèle de base sur OpenAI, et versus si je le fine-tune sur OpenAI, le modèle fine-tuné va me coûter 6 fois plus cher. Alors que si je fine-tune, si j'ai un modèle de base en self-hosting, versus je le fine-tune, bah, il n'y a aucune raison que mes coûts augmentent, quoi. Je suis sur la même échelle de coûts. Donc, si vous avez un modèle et que vous pensez que peut-être vous allez fine-tuner, peut-être que le self-hosting peut être une solution. Parce que si vous êtes sur OpenAI, les coûts peuvent être multipliés par 6. Voilà, donc c'est ce que je disais là, sur le ratio 1 entre bah, self-hoster un modèle de base versus self-hoster un modèle fine-tuné. Et enfin, zoom un peu sur sur le self-hosting. Là aussi, j'ai un peu listé en vrac un peu les challenges qu'on a eu à self-hoster notre modèle. Le self-hosting, comme je vous le disais tout à l'heure, bah nous, ça a eu un impact fine-tuné, self-hosté et déployé sur nos propres infrastructures. Ça a un avantage compétitif pour nous parce qu'on avait la capacité d'utiliser des données opérationnelles, contextuelles. Et, mais par contre, self-hosté, ça s'accompagne d'une complexité opérationnelle qu'il faut avoir en tête. Par exemple, et je vais juste conclure ce slide-là, c'est la scalabilité des GPU. Si vous avez à faire de l'infrastructure, à fournir des services, bon, bah, généralement, quand on est plutôt sur CPU, qu'on doit scaler, généralement, on a souvent des règles d'auto-scaling sur les CPU ou sur la RAM. Bah, je dis, bah, à partir du moment où j'ai 80% de charge sur mon CPU, je déclenche un nouveau serveur. Sur la GPU, ça ne marche pas exactement comme ça. C'est un peu plus complexe que ça. Et du coup, là, il faut un peu plus expliquer. Par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, on ne peut pas autoscaler sur les GPU parce que c'est pas simple. Ce qu'on va faire, c'est on va un peu surdimensionner le système et après, empiriquement, on va voir comment le système se comporte pour ajuster et avoir des règles un peu empiriques sur lesquelles on va se baser pour les GPU. Par contre, il faut prendre le risque là, à un moment donné, de se dire, bah, on part le surdimensionnement parce que ça a quand même un impact sur les coûts. Donc, self-hosted, c'est pas simple parce que l'autoscaling, notamment l'autoscaling des GPU, c'est pas évident. Il faut l'avoir en tête et s'assurer que si vous partez sur le self-hosting, bah, vous êtes capable de gérer la complexité opérationnelle qui va avec. Donc, en conclusion, encore une fois, j'ai retenu 3 points pour cette présentation, ce retour d'expérience. Le tout premier point, c'est que bah, finalement, c'est dans cette présentation, j'ai pratiquement pas parlé d'IA générative parce que, bah, ok, c'est peut-être un nouveau mot, mais au final, tout ce qu'on fait dans le machine learning s'applique aussi dans ce contexte-là, à savoir bien travailler les données, bien rechercher du feedback, parce que c'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre système, votre produit. Deuxièmement, il est important, une fois que vous avez vos métriques, d'avoir un bon process d'évaluation. Pourquoi? Parce que avoir une approche Evaluation Driven Development, comme on commence un peu à le voir dans la littérature, bah, ça vous permet de ne pas partir dans tous les sens. Se focus, avoir ces métriques, une métrique phare, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des itérations qui soient efficaces. Et enfin, le self-hosting, ça peut avoir un avantage compétitif dépendant de votre use case. Mais ayez bien en tête que ça s'accompagne d'une complexité opérationnelle. Voilà,
c'était tout pour ce retour d'expérience. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Question sur la partie légale, notamment quand on fait un enregistrement et derrière ça n'est pas des problématiques, il faut avoir l'accord de Si. enregistrer. Si. Alors oui, il y a évidemment une question légale sur l'accord des patients pour l'enregistrement des consultations. Alors il faut savoir qu'on a toute une équipe légale chez Doctolib qui a travaillé sur le sujet parce que évidemment Doctolib c'est une entreprise qui se doit, qui est exposée à ce genre de thématiques. Donc il y a des méthodes pour avoir l'accord du patient, le médecin il doit demander, il doit cocher que attention, j'enregistre bien pour des besoins, etc. Et aussi, les données sont encryptées, anonymisées, donc on le dit aussi aux patients, mais il faut quand même leur accord pour que la consultation soit enregistrée. Sans accord, on n'enregistre pas de consultation. Il n'y a pas de problématique au usage du style, parce que comment ça marche pour enregistrer, c'est un téléphone? C'est le micro de l'ordinateur. Si le médecin il a son ordinateur, si son micro marche bien, il peut utiliser le micro de l'ordinateur. Sinon, il y en a certains qui ont des micros externes. Ça dépend des médecins. La qualité de l'input, c'est toujours de bonne qualité. Comment ça se passe? Parce que si le micro est orienté vers le médecin, il faut aussi prendre en compte ce que dit le patient. Alors, il y a un encart là, tout en haut là, qui permet de... en fait, on a un peu un modèle de classification de la qualité de l'audio. Si le modèle ressort que la qualité de l'audio est mauvaise, on s'arrête avec le message là qui est dans l'encart. On lui dit au patient, enfin au médecin, attention, la qualité de l'audio n'est pas bonne et donc on ne peut pas aller plus loin. Tout simplement. Et ça se matérialise par ce visuel-là sur le X. Ouais, il y a une analyse sur la qualité de l'audio. Une question plutôt sur le choix du modèle. Qu'est-ce qui a orienté le choix de ChatGPT? Pas sur GPT 3.5 et 4, donc sur d'autres modèles qui seraient peut-être plus spécifiques à certains usages. Alors, qu'est-ce qui a orienté le choix du modèle de synthèse, notamment les GPT 3.5 et 4? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, c'était les meilleurs. Quand on s'est lancé, GPT 3.5, c'était un modèle qui était très utilisé. Et ensuite, quand GPT 4 est sorti, ça battait tous les benchmarks littéraires, quoi. Et aussi, par rapport à notre infra, dont je ne peux pas expliciter ici, c'était plus facile pour nous aussi d'avoir ce provider-là à cette époque-là. Donc c'est un peu un double, on va dire double critère qui s'est joué, quoi. Du coup, vous utilisez le modèle complet, vous n'avez pas utilisé par exemple de la quantisation pour essayer de réduire la taille et que ça soit un peu plus rapide. Non, on utilise le modèle complet. On l'a benchmarké avec d'autres modèles qui existaient sur le marché. Mais il s'est avéré que celui-là, le modèle complet était celui qui marchait, qui avait de bonnes performances parce que, encore là, nous, le critère qui était le plus important, c'était la qualité vraiment de la synthèse par rapport aux autres critères de coût, etc. à ce moment-là. Parce qu'on a misé sur l'investissement, on a préféré investir dessus à ce moment-là parce que les médecins, ils avaient une attention particulière sur la qualité de la synthèse. Donc on ne pouvait pas se permettre d'être à peu près bon. Voilà. Merci. Une question par rapport à la synthèse du coup. Comment vous faites pour différencier l'équipage entre le médecin et le patient? Mettons, si le patient parle d'un médicament, du coup, vous allez réussir à le dissocier du coup? Alors là, ouais. Alors comment on fait pour différencier quand c'est le médecin qui parle ou quand c'est le patient qui parle?
bah, le modèle le fait très bien. Il arrive à faire une synthèse de la conversation impeccable. Franchement, ça marche très bien. Tu es passé assez rapidement sur la partie annotation, entretien sur les données chiffrées. Est-ce que ça a été un challenge? Si, ça a été un challenge. Ça a été un... Ah oui. Ouais, il faut que je répète la question. Alors, la question c'est sur l'annotation, est-ce que ça n'a pas été un challenge sur annoter des données qui sont chiffrées? Alors oui, ça a été un challenge, comme je vous le disais. Et d'ailleurs, on peut le voir sur la timeline. Hein. Ça, on l'a commencé en novembre 2023 avec des consultations scénarisées. À partir de ce moment-là, il y a eu des considérations légales déjà. Est-ce que c'est légal de le faire? Si oui, comment il faut qu'on le fasse? La première campagne d'annotation a eu lieu en mars 2024. Donc il s'est quand même passé quelques mois avant de pouvoir mettre tout ça en place. Et donc oui, ça a été un challenge pour le faire. Et, enfin, comment tu annotes des données chiffrées? Ouais, ça, c'est tout un autre meet-up. Ça, c'est tout un autre meet-up là pour le coup. Chiffrement homomorphique. Comment? Vous avez fait du chiffrement homomorphique? Du chiffrement homomorphique? Je ne suis pas assez expert sur le sujet, désolé. Tu as parlé de données synthétiques. Du coup, à quel point, quelle est la part de données aujourd'hui qui sont utilisées pour réentraîner le modèle, qui sont des données synthétisées? À quel point vous utilisez en fait cette partie-là? Quelle est la part? Très bonne question. Est-ce que je peux avoir la part là, comme ça, de Joe? C'est à peu près, je pense que c'est à peu près, peut-être, on utilise beaucoup de données synthétiques. Je pense que c'est à peu près trois quarts des données qu'on a. Ça représente une grosse partie quand même. Trois quarts ou la moitié, peut-être j'exagère un peu, mais en tout cas, c'est la combinaison entre données de synthèse idéales et données synthétiques, les deux sont vraiment importants pour le modèle. Oui. J'ai deux petites questions. La première question, à un certain moment, tu as parlé du batch inference. Ouais. Vous le faites à froid ou en temps réel et à quel moment dans la chaîne vous faites du batch inference? Et la deuxième question, c'est quoi la volumétrie des audios que vous traitez? Et est-ce que, enfin, ça rejoint un petit peu aussi la question qui a été précédemment posée. Est-ce que vous faites que de la transcription ou bien la transcription et la diarisation pour ensuite donner, pour synthétiser avec un GPT? Alors, la première question, c'est à quel moment on fait du batching, c'est ça? L'inférence batching. Qu'est-ce que tu entends par à froid, à chaud? C'est-à-dire, vous collectez un certain nombre de calls que vous allez faire à un LLM et vous le donnez d'un seul coup, c'est-à-dire en batch, ou bien en temps réel, vous accumulez plusieurs calls LLM et vous les traitez. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, donc la question c'est à quel moment on fait du batching? Est-ce que c'est à froid ou c'est à chaud? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre le concept de à froid ou à chaud, mais il faut savoir que c'est une API, donc du coup, on prend les requêtes au fil de l'eau et notre serveur d'inférence, la façon dont on le configure en batch, il va prendre toutes les requêtes entrantes, quoi. Il va prendre les requêtes entrantes selon sa capacité. Et en fonction de sa configuration de batching, il va traiter, quoi. Si on configure, par exemple, des batchs de 32, par exemple, je dis n'importe quoi, il va traiter, s'il y a 32 requêtes entrantes, il va pouvoir traiter les 32 requêtes entrantes, quoi. Donc c'est vraiment au fil de l'eau que les requêtes arrivent. Synchrone qu'en batch. Alors, quand je dis batching, ça veut dire que je peux traiter plusieurs requêtes en même temps, versus je traite une à une. C'est ça le sens du batching en fait. C'est un terme spécifique dans les LLM, mais genre, tu peux avoir un modèle qui traite tes requêtes une à une, ou alors tu peux le configurer pour qu'il traite plusieurs requêtes en même temps.
Et la recommandation, c'est de faire du batching quand c'est possible parce que ça augmente les performances de l'API de x10, quoi. C'est fini, plus de questions. Je vous remercie.